Islam Makhachev contre Arman Tsarukyan, Shavkat Rakhmonov contre Belal Muhammad ou encore Alex Pereira contre Ankalaev. Nous avons d'énormes gros. Je réutilise deux fois les adjectifs parce que on a beaucoup de gros combats qui nous attendent dans les mois à venir. Je ne vais pas dire que 2025 parce qu'on a des combats qui risquent sûrement d'arriver dans cette fin d'année 2024. Et avec Hypno, on va vous parler de tout ça. On commence avec le combat entre Islam Makhachev et Arman Tsarukyan, le combat qui devrait normalement, si tout se passe bien, être le main event de l'UFC 311 au mois de janvier. C'est un combat qui paraît totalement logique parce que Arman Tsarukyan a battu Charles Oliveira, l'ancien champion et surtout l'ancien détenteur de cette première place au classement. Il veut sa revanche face à Islam Makhachev. Si ce combat devait arriver, qu'est-ce qui se passerait d'après toi, Hypno, et quelle est ta hype sur 10 pour ce combat? Alors ma hype, franchement, c'est pas forcément deux combattants que j'apprécie énormément, mais franchement, je pense que c'est un combat que beaucoup attendent. Et honnêtement, pour les pronostics, je pense que ça va partir sur un Islam Makhachev. Même si c'était déjà combattu, Islam avait gagné. Et franchement, je vois bien Islam continuer sur cette lancée s'il retombe contre lui. Moi, niveau hype, on est sur un 6. Ouais, je dirais à peu près pareil. C'est-à-dire que c'est pas un combat que j'attends plus que ça. On va dire que j'attends quand même parce que c'est un combat de titre et parce que Islam Makhachev commence à être un champion assez divertissant, n'empêche, dans la cage. Et que surtout, si Islam Makhachev défend sa ceinture avec succès face à Tsarukyan, il passe à 4 défenses de ceinture. Et moi, je suis tout flou. Non, il passe à 4 défenses de ceinture et il dépasse officiellement Khabib. Mm. Et surtout, le détenteur du nombre de défenses, si je dis pas de conneries, c'est toujours BJ Penn. Je crois que j'ai bêtise, je ne sais pas, je ne pense pas. C'est toujours BJ Penn qui est à 4 ou 5 défenses de ceinture de la ceinture lightweight. Donc il va se rapprocher de ça. Il va être à 15 victoires d'affilée sans défaite. Donc il va se rapprocher aussi du record d'Anderson Silva de 16 victoires sans défaite. Donc c'est surtout ça moi que j'attends. Et je pense comme toi que Islam Makhachev va remporter ce combat par décision unanime. Moi je verrai parce que je pense pas que l'un arrivera forcément à soumettre l'autre ou mettre KO l'autre Hmm. au bout des Ouais, 5 ça va être rounds. compliqué. Et voilà. Et je pense qu'on peut totalement continuer avec un combat qui lui aussi devrait, je pense, avoir lieu lors de cette UFC 311, peut-être en co-main event, sûrement en co-main event. Je pense en tout cas que ce sera aussi durant cet événement-là. C'est Belal, n'importe quoi, c'est Merab Dvalishvili qui devrait défendre sa Ouais. ceinture face à Umar Nurmagomedov. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que pourquoi l'UFC 311? Tout simplement parce que c'est presque officiel que Makhachev va défendre durant cet événement-là, et je pense que ce serait logique qu'il fasse aussi défendre, enfin qu'il fasse aussi combattre le cousin de Rabib, comme ça tout le clan combat en même temps, ça fait plaisir, et Rabib est content à la fin. En tout cas, il serait content que si Oumar remporte cette ceinture face à Merab, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Belal. On en parlera après. Qu'est-ce que t'en penses de ce combat, toi? Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que c'est un combat qui t'intéresse? Qu'est-ce que... Alors qui m'intéresse, non pas du tout, parce que c'est pas forcément le style de combat que j'apprécie, mais je pense que j'ai encore moins de hype que pour Islam Arman. Ouais, Mais c'est un tuerie moi... en jeu, donc ça reste quand même Ouais. intéressant. On reste un peu dans le même délire que Arman Islam, dans le sens où ça va pas être beaucoup, enfin ça va être debout, mais genre ça va pas être là où ça va être les plus Ah, ça a beaux. beaucoup joué au sol. Ça a beaucoup joué au sol. Je pense que Oumar peut poser d'énormes problèmes à Merab. Merab qui n'a plus eu de problème depuis maintenant 11 combats, vu qu'il est invaincu. Il est sur une série de 11 victoires là à l'UFC. Merab qui... On sait très bien si ça va à la décision. Je pense que Merab peut quand même l'emporter à la décision. Je pense que le seul moyen où Oumar peut gagner pour moi, c'est via soumission. Et honnêtement, je pense que Merab peut être celui qui fera perdre Oumar pour la première fois de sa carrière. Et toi, qu'en penses-tu? Franchement, non, encore une fois, comme Islam, je pense que le champion va rester champion et que personnellement, je pense que ça va être une victoire pour Merab. Ouais, moi je pense que honnêtement Merab il va rester champion et pourquoi pas plus tard dans l'année un retour de Sean O'Malley pour faire une Ouais. revanche. Pourquoi pas? Qui a d'ailleurs annoncé qu'il veut déjà être de retour environ début 2024, vers mars, avril environ. Donc à voir. Ok, oh putain, il veut blessé mais il veut tout de suite revenir. J'ai l'impression que... Sachant que pour ceux qui savent pas, en plus, il vient à peine de se faire opérer. Donc bon, Ouais, ça fait un peu tôt pour un retour, mais bon, après s'il se sent prêt, bon, mais là, que lui qui peut décider. ouais, mais là je pense, parce que je viens d'y penser avec ce combat-là, et avec le retour de Sean O'Malley, je pense qu'on va avoir les 6 premiers mois de 2025 et les 6 derniers mois de 2025 qui vont être très différents. Je pense que limite la moitié de l'année ça va faire le pont entre, ça va relier un peu comme deux phases. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'on va entrer dans une nouvelle ère à partir de la moitié de l'année où
le début d'année, on va avoir des champions qui essayent de s'établir en tant que nouveaux champions, parce que là on a eu quand même beaucoup de champions en 2024 qui vont essayer de faire leur première, deuxième défense, et de l'autre, on va avoir les énormes combats, je pense, pour cette fin d'année 2025, où on a d'énormes gros combats, et je pense qu'on peut tout de suite commencer ça avec l'un des combats qu'on attend le plus pour 2025. En tout cas, moi, c'est l'un de ceux que j'attends le plus, et je pense qu'en tant que Français, c'est l'un de ceux qu'on attend le plus, et je verrai ce combat pour fin 2025 si John Jones ne prend pas sa retraite face à Stipe Miocic, mais ça on en parlera plus tard de John Jones. C'est tout simplement Cyril Gane contre Thomas Final pour la ceinture des heavyweights. Qu'est-ce qu'on en pense, Hypno? Le combat parfait, hein. Un combat que je pense qu'on attend tous depuis vraiment, peut-être pas des années, mais franchement les gars, ça fait vraiment longtemps qu'on attend ce combat. Et ouais, ça pourrait être vraiment incroyable, hein. Deux gros strikers comme ça en plus dans la catégorie des poids lourds. Voilà, Vraiment, ça pourrait être. Thomas Final et Cyril Gane, c'est le fut. Enfin, c'est bizarre de dire que Cyril Gane serait le futur des poids lourds, sachant qu'il a 34 ans, je crois. Donc c'est bizarre de dire ça, mais Thomas Final à côté a 31 ans. On peut dire que c'est le futur des poids lourds parce que poids lourds, il y a encore facile 10 années, encore à Spinal. Et c'est les Vraiment, ouais. deux gros noms des poids lourds, c'est les deux qui, on va dire, divertissent le plus, en tout cas dans la cage. Ça va être le combat que je pense on attend tous. Je pense que je ne sais pas si ce combat se terminerait sur un KO ou une soumission, honnêtement. Je pense que ça pourrait aller à la J'ai du mal à avoir décision. une décision. Moi, Moi, j'ai du mal à avoir une décision. ben, Gann est excellent striker, mais c'est pas un spécialiste du KO. Aspinal, lui, oui. Aspinal n'est jamais à la décision. Aspinal est fort aussi en soumission. Mais je vois pas Gann perdre par finish face à Aspinal. Pour moi, s'il perd Gann, je le vois vraiment finir. Enfin, si je le vois perdre, évidemment, dans un monde où il perd, ce serait par décision face à Aspinal. Peut-être parce qu'Aspinal aurait mieux montré son jeu au sol face à Gann. Mais je pense que justement, parlant de jeu au sol, je pense que Gann cache son jeu. Parce que ça fait plus d'un an qu'il Bah, a pas combattu. Donc on ferait. on voit des images là, comme quoi il est en train de s'entraîner au sol déjà. Ouais. J'ai vu sur Insta et tout. Donc, Mais je pense qu'on connaît pas le vrai jeu au sol de Cyril Gann. Je pense que vraiment là, pendant une année, il a charbonné, charbonné, charbonné. Et là où on s'attendrait à un combat semblable face à Volkov, bah justement, peut-être par rapport à l'ancien combat qu'on a eu, par rapport au premier combat Gann-Volkov, on imagine que le deuxième va être exactement pareil. Peut-être que cette fois-ci, Gann va vouloir montrer son sol pour justement montrer aux gens que lui maintenant aussi, il sait combattre au sol. Et que justement, face à Aspinal, si ce combat doit il va devoir arriver, se méfier. Ouais. il peut aussi soumettre Aspinal parce qu'il a aussi des victoires par soumission, Cyril Gann, hein. Mm. Donc moi si ce combat devait arriver, franchement ma hype est de 10 sur 10, c'est même pas un débat, c'est peut-être... Oh, clairement. Ouais. Je sais pas si je pense que c'est le combat que j'attends le plus de 2025 Ah non, honnêtement. moi non. J'en ai en tête là, on en reparlera après. Est-ce J'en ai que... en tête. Ok, alors j'ai une question, est-ce que Poatan est dans ce combat? Oui. Oh putain, je sais de quel combat tu parles, mais Ah pour moi bah. il arrive pas en 2025 ce combat. Pour moi il arrive début 2026. En fait, il y a tellement de tout qui peut arriver, mais bref, on en On en parlera parlera après. après, mais ouais, moi c'est clair. Enfin, oui, après là on parle pas forcément que de 2025, on parle vraiment des combats à l'avenir. Donc s'il y a des combats qui doivent arriver qu'en 2026, ben, ils arriveront qu'en 2026, mais ça reste des combats à venir. C'est vrai que c'est peut-être le combat que j'attends le plus parce qu'il y a mon côté français quoi, français quoi. Il y a je suis français, il y a Cyril Gann. Bon, on peut avoir le premier. Non, je pense pas qu'il peut devenir le premier champion disputé français parce que avant ça, je pense que Nassourdine et Manon vont avoir leur chance. En parlant de Nassourdine et Manon, Ouais. on va commencer avec Nassourdine. Il est classé numéro 4 chez les middleweight et son prochain combat, c'est face, sûrement en tout cas c'est ce que son adversaire lui aussi veut l'affronter, Israël Adesanya. Oui, C'est classé numéro 2 du coup. ça, je pense que Mais c'est un combat qu'on attend tous. chez les middleweight, je pense, ça va être Middleweight, donc une vraiment un combat incroyable. KT divertissante, même si bon ces derniers temps c'est pas non plus le pinacle du divertissement. Mais dans ce ventre mou, on va dire, en ce moment de middleweight, on a Nassourdine qui est ce vent de fraîcheur incroyable dans la catégorie. Il arrive, il bat 3 top 10 en une année, il veut faire un quatrième combat. Imaginez, il bat 4 top 10 dans l'année. Et dans ces top 10, dedans, vous avez Israël Adesanya qui est dans la discussion pour être le meilleur middleweight de l'histoire. Mm. Ça débat, même si pour moi il est deuxième. J'aime bien mettre ma petite épingle comme ça. Mais j'adore Adesanya. Et c'est pour ça que moi j'attends encore plus ce combat. C'est que Adesanya est un de mes combattants préférés. C'est pour moi un. Il a été pendant très longtemps pour moi le meilleur striker de l'UFC. Pendant des années. Il a été le meilleur striker de l'UFC. Pour moi, aucun débat à partir du moment où il est devenu champion, même un peu avant où il devienne champion, jusqu'à ce qu'il perde sa ceinture face à Strickland, je dirais même. Parce que même face à Pereira, il gagnait le premier combat à décision. S'il se faisait pas mettre KO, il a gagné le deuxième combat par KO. Jusqu'à sa défaite face à Strickland, pour moi, c'est le meilleur striker de l'UFC. Adesanya, pour moi, il n'y avait aucun débat. Et même face à Duplessis, il a montré de très belles choses en striking. Maintenant, c'est son sol qu'il a pêché.
Je pense que Nassourdine peut aussi jouer au sol, hein, très clairement. Ah ouais, je pense que c'est même la meilleure solution à faire parce que rester debout avec Adesanya, même si bon, forcément il est plus à son prime, etc. Mais je pense que debout contre Adesanya, ça va être compliqué. Donc je pense que jouer le sol, ça peut être une bonne technique. Donc oui, clairement, le jeu au sol de Nassourdine va clairement, je pense, être une clé dans le combat. Maintenant, je pense clairement que Nassourdine va vouloir montrer que c'est lui maintenant le chef du pied-point dans la KT. C'est lui il serait dans la discussion pour être le meilleur striker de l'UFC. Même si pour moi à l'heure d'aujourd'hui ce n'est plus dans cette KT là qu'elle se joue, cette discussion là. Mais Nassourdine, je pense clairement, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, il a le niveau pour battre Adesanya. Parce que son jeu au sol peut, pour moi, je le verrais soumettre Adesanya. Voilà, je le dis. Pour moi, je le verrais bien en co-main event, 5 rounds d'un événement. Je le vois soumettre Adesanya, comme Duplessis l'a fait. Et ouais, franchement, c'est ouais, une issue possible. Mais j'ai peur d'une chose, c'est son cardio, par Ah, contre. Nassourdine. Parce que ouais, Ah, Nassourdine, il a déjà fait plusieurs 5 rounds, hein. parce que il est pas mauvais, mais bon, je pense qu'un 5 rounds, surtout contre Adesanya, donc lui, on sait que cardio, Il aura aucun c'est souci. pas un problème du tout. Donc je pense qu'Imava, ouais, ça peut être compliqué à gérer, donc ouais, faire attention. Ça peut être compliqué à gérer, mais après, ça serait son quatrième 5 rounds. Parce qu'il en a déjà fait un face à Strickland, où il est allé jusqu'à la décision. Il en a fait un face à Dolidze, où il est allé jusqu'à la décision. Il en a fait un face à Canonnier, où il a terminé au quatrième round. Euh, il en a fait deux cette année. Donc pour moi, il n'y a pas, pour moi, il y a pas ce souci-là de cardio parce que c'est ce qui est lui-même et il dit beaucoup. En tout cas, il a beaucoup dit avant dans sa préparation, dans les interviews face à ce combat, face à Brendan Allen. Un combat en 3 rounds et un combat en 5 rounds, ça ne se prépare pas du tout de la même façon. Évidemment, tu te Ouais. prépares à utiliser beaucoup plus d'énergie dans les premiers rounds lorsque c'est un combat en 3 rounds parce que tu vas tout donner dès le début. Alors que 5 rounds, souvent les deux premiers rounds, tu mets ta méthode en place. Tu examines l'adversaire et tu mets ta méthode en place. Et ensuite, dès le troisième round, tu passes la seconde. Maintenant, face à Adesanya, donc après un problème, un combattant qui n'aura aucun problème de cardio. Je sais pas ce qu'a ma caméra dans cette vidéo, mais elle fait que flouter. C'est une dinguerie. Elle veut pas. Elle veut pas faire le focus, mais on s'en fout. On est là pour écouter. C'est un podcast. Et oui, je pense que Adesanya du coup n'aura aucun problème de cardio. Maintenant, je pense pas que Nassourdine en aura non plus, honnêtement. Euh, il y a aussi eu cette question de cardio par rapport à Dricus ces derniers temps, où Dricus, si vous ne le saviez pas, avait eu pendant très longtemps des problèmes de respiration au nez, et du coup avait eu avait un très mauvais cardio, et il s'était fait opérer du nez, donc il arrivait enfin à respirer normalement du nez, et son premier combat après ça, c'était sa victoire face à Whittaker, deuxième round, par TKO, alors que tout le monde le voyait perdre, et au final après il a fait Strickland, il est devenu champion, il a battu Adesanya, il est sur un run incroyable, et il est invaincu à l'UFC et surtout il paraît imbattable depuis qu'il a Ouais. ce nez réparé. Et on l'a vu, même avec ce nez réparé, ça a été compliqué face à Adesanya niveau cardio. Hein, parce que, on va être honnête, il avait un bon cardio, il a un bon cardio Dricus, mais face à Adesanya, le quatrième Ah bah round, c'est je le voyais beaucoup plus fatigué que compliqué. Adesanya. Donc voilà, et je pense que Nassourdine n'aura pas ce problème-là. Hein, franchement, je vais te parler honnêtement. Et je pense Ok. aussi que Nassourdine ne va pas avoir peur de striker avec Adesanya. Parce que certes, Oh bah non, il faut pas. les kicks, bon, ok, Adesanya est au-dessus des niveaux des kicks. Mais pour ce qui est des points, pour moi, Nassourdine est au-dessus d'Adesanya. Adesanya a une très bonne précision. Adesanya est très puissant des points, malgré ce que certains pourraient croire. Donc qui est très dangereux. Mais de l'autre côté, t'as Nassourdine qui est ultra rapide. C'est une 2 son jab direct, c'est une dinguerie à quel point il est rapide. Il frappe fort, il est précis. Et surtout, il combat en. Il tape aussi en reculant. Même en reculant, il tape. Ouais. Ce que beaucoup ne font pas, et ce que beaucoup pourraient être surpris, et ce que lui-même dit, Dricus n'est pas prêt pour ça. Le jour où il affrontera Dricus pour la ceinture, parce qu'il estime affronter Dricus pour la ceinture, en parlant de ceinture, en parlant de Dricus, euh, On vient d'avoir l'annonce. on vient d'avoir l'annonce, Dricus va affronter Sean Strickland prochainement pour défendre sa ceinture, du coup face à l'ancien champion, celui qui l'a battu. Qu'est-ce que t'en Ouais. penses toi? Ah franchement c'est une revanche que j'attends parce que le combat, bah je sais pas si je pense que tu l'as vu du Oui, coup, oui, mais clairement. 5 j'étais un peu mitigé sur le combat, même sur la vie à la fin. Bon bref, c'est pas forcément le sujet, mais j'étais un peu déçu du combat, donc ouais, revoir une revanche, mais j'espère quand même une petite victoire de Sean Strickland. Une victoire de Sean Strickland pour moi, en vrai. Ouais. Moi, je donnais 3-2 au niveau des rounds pour Strickland, donc je voyais Strickland gagnant. Ah, moi aussi. Maintenant, j'étais en mode, c'est pas. Ce serait étonnant de faire gagner
Dricus, mais c'est pas un scandale. C'est-à-dire, ok, ce serait étonnant, ok, tout le monde voit si tout le monde voit Strickland gagner et que je vois Strickland gagner, il n'y a aucun souci, c'est normal parce que c'est le cas. Mais pour moi, si tu donnes la victoire à Dricus, allez, 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 je suis prêt à l'accepter. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Putain, ma caméra, vraiment, je suis flou, frère. On dirait la vision de BSD quand il a. Bref. Et du coup, désolé, j'aime bien lancer des tags sur Venin Saint-Denis avec Fino. Non, C'est un commentaire que j'aime beaucoup aussi. On en parlera plus tard d'ailleurs. BSD, je crois pas dans ce TikTok en fait. Enfin, dans ce TikTok, dans ce podcast. Et je suis perdu entre les réseaux. Ça y est, on peut, on on fait peut. trop de contenu. On fait trop de contenu. Ça y est, je suis perdu. Non, mais oui, Dricus Strickland. Pour moi, l'histoire serait belle que Strickland récupère sa ceinture pour avoir la revanche de Nassourdine face à Strickland pour la ceinture. Ah Pour ouais, moi, c'est ça qui serait beau. Parce qu'il veut sa revanche ouais. face à Strickland, il veut le title shot, autre on fait les deux en un, j'ai envie de dire. Et pour moi, il peut totalement battre Strickland. Nassourdine, maintenant là on parle vite fait de Dricus. Si le combat doit arriver, je verrai quand même Dricus gagnant moi. Parce que Dricus est un moins bon striker que Strickland, mais c'est un meilleur combattant de MMA en globalité. Ouais. Et il est extrêmement impressionnant et je pense que juste déjà entre le combat entre Strickland et Adesanya, il a énormément progressé, Dricus. Et je pense que si un combat devait arriver entre Dricus et Sean Strickland, je pense qu'on aurait la même issue, c'est-à-dire une victoire de Dricus à la décision pour moi. Je pense que ouais. Mais je pense que ça se passera à peu près pareil que le premier combat, hein, en vrai. Ouais, après à voir si maintenant les jeux seraient du côté de Sean Strickland. Mais du coup, oui, juste pour revenir sur Nassourdine, là j'en parlais vite fait, bah, avant qu'on en parle plus en fait. Ouais. Nassourdine, lors du pré-combat, moi je le vois quand même. Parce que c'est aussi un combat qu'on peut attendre en final, Strickland Nassourdine. Ouais. Moi Ouais, je vois totalement Nassourdine Duplessis s'imposer. Imavov aussi, du coup. Duplessis Mavo aussi, mais. Ouais, 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 ouais. Là, on va se concentrer déjà sur son prochain combat, C'est du coup. déjà ça, mais juste, moi je viens juste à rappeler une parenthèse sur Strickland Nassourdine et que je me ferai un plaisir de rappeler au moment où on pronostiquera ce combat et où je ferai une vidéo de tout savoir sur ce combat si ce combat revient. Nassourdine, dans un combat normal de middleweight, dans une préparation normale, aurait battu Strickland dans l'ordre du premier combat et que s'il fait qu'il ait perdu Strickland face à Strickland 4 rounds à 1, donc assez méchamment, c'est le fait que Strickland n'était pas au poids, c'était pas en middleweight, ou en tout cas c'était dans un weight cut bizarre, c'était entre middleweight et light heavyweight. Donc Strickland était bien plus lourd que Nassourdine lors du combat, que Nassourdine était en short notice et qui était pas prêt en fait à affronter un mec comme Strickland qui a un style très bizarre. Donc en plus en short notice affronter un mec qui a un style pas du tout commun, c'est encore plus compliqué je pense à préparer. Et Nassourdine n'est pas le même combattant qu'il était il y a plus d'un an et demi. Donc je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui Nassourdine euh, battrait Sean Strickland par KO. Voilà, je le dis par KO. KO. Ah, si c'est en 5 Strickland. rounds KO, si c'est en 3 rounds, il aura pas le temps de mettre le KO, Ouais. je verrai la décision pour Nassourdine. Mais alors d'aujourd'hui, pour moi, Nassourdine a totalement sa place pour devenir champion. Et on parle pas de Whittaker Shimaev, on en parlera quand on parlera de l'UFC 308. Ouais. Et on parlera de ce qu'on en pense honnêtement de ces deux combattants. Et vous verrez qu'on a un avis très tranché sur l'un des deux. J'avais parlé de Nassourdine et en même temps de parler de Nassourdine, j'avais parlé d'une autre combattante française, Manon Fiorot. Mm. Elle va potentiellement devenir la première championne française de l'histoire de l'UFC en affrontant Valentina Shevchenko dans ce premier semestre, on va dire, de 2025, j'imagine. En tout cas, ce serait dans le premier semestre. Elle le mérite, ce title shot. Elle le mérite. Ah, ouais, clairement. On parle de certains champions qui, avant d'avoir un title shot, n'ont pas lavé toute la KT et ne méritent pas un title shot. On peut penser par exemple à Islam Makhachev qui, avant d'affronter à Oliveira, n'avait pas battu de si grands noms que ça de la KT. Il avait battu Dan Hooker. Mais en dehors de ça, il n'avait pas affronté Justin Gaethje, il n'avait pas affronté Dustin Poirier, il n'avait pas affronté Michael Chandler. Bref, il y avait beaucoup de noms qu'il avait échappé. Au final, bon, il est là maintenant, mais maintenant c'est le total inverse. Elle a lavé tout le monde. Elle est en 7-0. Même Erin Blanchfield avec qui on pensait que ça allait être très compliqué, même Rosemond Namajunas, qui est une légende Je de suis l'UFC, régalé. à l'UFC Paris, elle les a lavés. Vraiment, c'est une dingue. Ah, ce combat contre Blanchefini était vraiment incroyable. Sur les 5 rounds, vraiment une domination incroyable. Ouais. Franchement, Bah, moi, c'est les deux seuls j'adorais ce combat. de Manon que j'ai vu en direct. Alors, bon, j'avoue, Blanchfield, Manon, sachant que c'était un main event de Fight Night, j'avoue, j'ai peut-être regardé le lendemain. J'avoue, j'ai pas attendu toute la nuit pour regarder ce combat. Ah, moi, Euh, je me suis clairement levé. mais Namayunas, Rose Manon, contre une légende de UFC, contre quelqu'un qui on ne savait pas du tout ce que ça allait pouvoir lui donner. Elle a un gros nom à son palmarès, Manon.
magnifique. Elle l'a dominé, magnifique. Blanchfield. Et j'ai cru aux médias là qui nous faisaient peur, j'ai cru aux gens qui disaient que vraiment Blanchfield était favorite, hein. Ou alors peut-être pas pour les bookmakers, mais en tout cas, à chaque fois je voyais des Je vidéos pense. pronostics, des Américains qui parlaient, des podcasts, peu importe. Tout le monde disait vraiment. Alors, les Français disaient que Manon peut le faire, mais si t'étais pas français, Ouais. tu disais que Blanchfield gagnait quoi. Manon l'a laminé. 5 rounds, elle a 50-45 pour les 3 juges. Elle a défendu toutes les défenses de takedown. Les seules qu'elle a pas vu défendre, elle les a retournées. Et je pense que jusqu'à Fab Blanchfield, je pense que Shevchenko, qui est peut-être la combattante la plus complète à l'UFC, parce qu'elle a un sol Je pense excellent, que elle a un striking c'est excellent, largement possible. c'est largement possible. Maintenant Shevchenko, c'est la légende, c'est la combattante ultime dans les presets, c'est-à-dire qu'elle a tout. Elle a tout. Pour moi, tu bats Shevchenko, qui est la meilleure flyweight de l'histoire de l'UFC, même la meilleure flyweight de l'histoire du MMA. Tu te fais un nom quoi. Il y a qu'à voir Alexa Grasso hein, avant de battre Shevchenko lors de l'UFC 285. Personne n'en parlait d'Alexa Grasso. Elle a battu Shevchenko. Oh le choc total. Moi je pense qu'il peut arriver la même chose là. Hein. Donc on sait qu'elle n'est pas invaincue, donc c'est pas impossible. Shevchenko non elle est pas invaincue. Si je dis pas de conneries, elle doit être dans un bilan de 24-4, je crois un truc comme ça. Voilà, donc c'est. Je crois elle est en 24-4 et elle a sur ses 4 défaites, elle en a 2 face à Amanda Nunes. Donc bon, est-ce qu'on peut vraiment lui dire ah t'aurais dû la battre. Non, bon, c'est Amanda Nunes en face, c'est la GOAT. Donc compliqué. C'est comme The face à John Jones, tu vois. Ou même face à Georges Saint-Pierre. Bon, bah tant pis, t'es tombé face au meilleur de tous les temps. Bon, bah pas grave. Tu vois, c'est. Au moins tu t'es bien battu, c'est le principal. Et face à Alexa Grasso, bah, la première défaite, elle a fait mal, ouais. Et je crois avant ça, elle avait déjà eu une défaite en MMA, mais avant de rejoindre l'UFC. Donc en fait, tout se coordonne et je pense clairement que Manon peut le faire. Et je verrai. Un beau chaos, ce serait pas mal, mais Manon est allée à la décision sur tous ses combats, presque. Je crois, tous ses combats, cette victoire à l'UFC, je crois. Elle est pas en cette décision. Je crois qu'elle est en 6 ou 7 décisions, Manon. Donc ça va être. Elle est pas du tout adepte au finish. Mais c'est que des décisions unanimes, c'est que des décisions un peu, ou dominantes, où on ne craint à aucun Ouais. moment qu'elle perde. Pour moi, Manon peut devenir la championne UFC française. Toi, Pour moi, ce sera la première française. Ouais. Enfin, française du coup. ouais, française, Pour ouais. moi, ouais. Pour moi, ouais, comme toi. Manon première, Nassourdine deuxième et Gann troisième. On fait un UFC Paris avec les trois dedans. On est magnifique et tout le monde est aux anges. On passe maintenant dans la catégorie des welterweight avec Shavkat Rakhmonov contre Belal Mohamed. Pour moi, c'est le prochain gros combat. Du coup, avec une ceinture en jeu dans la catégorie, là, tout simplement. Mm. Qu'est-ce que t'en penses de ce combat? J'ai peur. J'ai peur parce que pour moi, Shavkat est le futur champion. Il n'y a aucun débat. Maintenant, j'ai peur que Belal nous fasse du Belal et nous fasse un contre Shavkat. Donc c'est-à-dire qui pourrit qui ne fasse pas un beau combat, mais qui pourrisse le combat de Shavkat justement durant 5 rounds. Maintenant c'est Shavkat donc je pense que il va pas te laisser faire, c'est sûr à 100%. Mais je sais pas, j'ai trop ce scénario en tête où je me dis que Shavkat ça peut être le futur Georges Saint-Pierre. Donc le fait que ce soit en welterweight et le fait de me dire que Georges Saint-Pierre, je me rappelle que il avait perdu face à Matchouj, puis ensuite il a repris sa revanche derrière. Je sais pas pourquoi, j'ai cette peur dans ma tête que Shavkat perde face à Belal par décision volée évidemment, hein, euh, et que il y ait une revanche et que là Shavkat détruise Belal. Mais j'ai peur que ce premier combat, qu'il y ait un premier combat entre les deux et que Belal pourrisse le combat. J'ai peur de ça aussi. Toi, tu penses qu'il se passerait comment un combat? Pour moi, que tu l'as dit, il va faire une Belal, hein, donc c'est-à-dire ne rien faire pendant 5 rounds et être ennuyant. Mais ouais, non, mais moi je pense que Shavkat il va pas se laisser faire comme tu as dit aussi, donc franchement, je sais pas, ça va être vraiment compliqué, mais ouais, Shavkat, je pense pour moi c'est clairement le champion. Pour Pour moi, moi. ce sera le champion. Ah oui, non, bon, je suis clair. Enfin, Shavkat, c'est clairement le futur de la KT. Et putain, t'imagines 18h, 18 finish entaché par Belal Mohamed? Non, je peux pas. Non, la vie, Ouais. faut qu'il le termine premier round. Faut qu'il nous fasse son étranglement arrière debout comme il a fait Ça à, serait magnifique. comme il a fait à Geoff Neal. Vraiment là.
Là, faut faire quelque chose là. Je veux pas voir B. Déjà que Bella, le champion, Ça fait mal. ça fait mal. Ça fait mal. Donc Vraiment mal. Bella. Putain, t'imagines, il y a Rabib dans le coin. Oh là là. Moi, je crois au fait, Encore à la pas. théorie, Rabib dans ton coin. Que si t'as Rabib dans ton coin, t'es invaincu. C'est-à-dire que euh, Belal. Enfin, Belal devait affronter Sean Brady. A affronté Sean Brady. Et Sean Brady était sur une série incroyable. Il était invaincu. Tu vois. C'est quelqu'un qui a aujourd'hui un bilan de 17-1. Je te laisse deviner sa seule défaite. Elle s'appelle Belal Mohamed, mais pas Belal. Elle s'appelle Belal et Rabib. Parce que Rabib était dans le Ouais. coin de Belal. Maintenant, si. Maintenant, je me dis peut-être que la magie Rachmanov peut dire oh putain, c'est un surhumain Rachmanov, on sait pas d'où il vient, machin, etc. Et c'est vrai que 18 victoires, 18 finishes, c'est peut-être du jamais vu. Euh, Ouais, je pense pas. donc, on a du jamais vu avec Chef 4, comme on a du jamais vu avec un certain combattant qui est actuellement champion de light heavyweight plus tard, dont on parlera. Mais, euh, mais Chef 4, si c'est vraiment du jamais vu, pour moi, il le bat même avec Rabbit dans le coin. Maintenant, j'ai cette peur en moi. J'ai peur que le combat il soit vraiment comme d'habitude avec Bella, là. Mhm. Mais en fait, j'y crois tellement pour Chef 4. Tout le monde y croit. Je pense qu'on aura quand même le droit à un nouveau champion. Tout le monde y croit et honnêtement, je pense que je pense honnêtement que Dana White veut que Chef 4 gagne. Déjà, il lui avait proposé Chef 4 là pour l'UFC 307. Belal il a refusé parce qu'évidemment il y avait même pas 2 mois de. Enfin il y avait à peine 2 mois de préparation. Alors qu'il venait juste de sortir de ce combat face à Edwards. Évidemment il a refusé, normal, à la limite vas-y on lui excuse, normal, il Ouais. aime pas lui excuser, c'est normal. Mais tu vois qu'ils veulent pourrir. Tu ne donnes pas Shavkat Rakhmonov, le mec le plus dangereux de la KT, en seulement 2 mois de préparation alors que tu viens de combattre, alors que tu viens de faire le combat le plus important de ta carrière, tu vois. Lors de l'UFC 308, dans le main event, nous aurons une guerre totale, peut-être le combat le plus attendu de l'année, en tout cas pour ce qui va se passer dans le cage. Ilia Topuria va défendre sa ceinture face à Max Holloway, mais c'est un combat qui va arriver, mais est-ce qu'on en parle là? Non, on parle des potentiels futurs combats, nous. Ouais. Mais tout simplement, dans ce combat, il y a un remplaçant, c'est Diego Lopez, numéro 3 de la KT, et c'est sûrement le prochain prétendant au titre. Si le combat, si un combat devait arriver entre Diego Lopez et le gagnant de Max Holloway, Ilia Topuria, qu'est-ce qu'on verrait en fait, tout simplement? Est-ce qu'on attendrait ce Mm. combat? Oui. Oui, la réponse est claire, net précis. Moi aussi, j'attendrai ce combat. J'attends vraiment de voir ce que Jacob Lopez ça va donner. Moi, je pense que Diego Lopez est un phénomène dans cette catégorie. Je Ouais. pense que Featherweight, c'est une caté c'est la caté qui a le plus de potentiel quand on voit les noms qu'il y a dedans, littéralement. Je pense que c'est la caté qui a le plus beau futur. Maintenant, c'est aussi là où on voit que c'est une nouvelle phase qui vient, c'est-à-dire que les anciens s'en vont, les nouveaux viennent. Dans les nouveaux, t'as Ilia Topuria qui devient champion, t'as Diego Lopez. Tu penses forcément à tous les Joan Don Brito, euh, Gomis. Ouais, enfin, même en France, Ouais. hein, mais juste les Français. Hein. On a Gomis, on a. Yes, on a Morgan et on a peut-être un mec qui n'est pas à l'UFC mais que j'attends depuis des années à l'UFC, j'en ai marre, Saladin Parnasse, viens là, merde. Ah, Parnasse pour moi t'arrives, tu lui donnes top 5, c'est bon, voilà. Non mais on s'égare là. Mais du ah, coup, c'est bien. pour moi, si ce combat devait arriver, de toute façon, je mets le gagnant entre Ilia Topuria et Max Holloway. Parce que pour moi, les deux sont au-dessus de Diego Lopez à l'heure actuelle. Et de toute façon, dans un monde où c'est Topuria qui gagne face à Holloway, dans un monde, hein, je dis pas que c'est mon monde à moi, je dis que c'est dans un monde. C'est ce que je disais, en fait, les anciens ils se barrent. Volkanovski va monter en lightweight. Mm. Holloway va monter en lightweight. Écoute, dans tous les cas, moi je vois pas. Je pense que Diego Lopez n'a pas le niveau pour Holloway au niveau du striking. Et si ça doit être Topuria, je pense que Topuria est trop complet. Alors, Ouais, Diego Lopez est c'est très vrai. complet aussi. Il est très complet, il frappe très fort. Mais je pense que Topuria, c'est un Diego Lopez en meilleur. Ouais, c'est un cran au-dessus, ouais, quand même. C'est-à-dire que pour moi, il est meilleur en striking, il est meilleur au sol. On parle d'un mec qui est de base sa spécialité. Euh, on dirait que c'est la boxe, c'est pas la boxe sa spécialité. Hein. Topuria, ça a toujours été le jiu-jitsu. Sauf que bah, il a fait de la boxe une spécialité. Et c'est un mec qui gère ses déplacements, etc. Je pense que face à Diego Lopez, il va gérer ça. Je pense que Max Holloway, de toute façon, alors d'aujourd'hui, tu le mets face à n'importe qui, il gère le combat, qui gagne ou qui perd. Donc, mais pour moi, il gagnerait. Et pour moi, moi je pars dans un scénario où Holloway bat Topuria. Où Holloway défend sa ceinture face à Diego Lopez.
Et où Holloway monte en lightweight. Et où Holloway défend, enfin, challenge le champion lightweight. Où Holloway devient double champion. Et où Holloway il reste champion BMF. Et où Holloway Ouais, devient top 5 all c'est time. pas Et loin. où Holloway devient le combattant. C'est un peu lent. Je vais un peu loin, mais en parlant de combattants qui montent en lightweight, j'en ai parlé. Volk. Ouais. Je sais assuré, je pense. Hein, c'est déjà dit presque. Hein, qui monte en lightweight. Hein. Je pense qu'il quitte la KT là. Ouais, il est temps. Il est temps. Hein. Je pense que c'est le bon temps. Il est en quoi? Il est en 17-1 chez Featherweight Volk. Il monte en lightweight. En lightweight, il est en 0-2. On est sur un bon bilan. Après les 0-2, c'est face à Islam. Tu le verrais. Bon, ouais, c'est contre la même. Tu le verrais où et contre qui, surtout, dans ce classement? Si tu devais le classer Ouais. aujourd'hui chez les lightweight Volk, tu le mettrais où? Tu mettrais. Quand tu vois le classement. Je me mets le classement à côté, mais Actuellement, tu regardes le classement aujourd'hui, on est sur un top 5 Dan Hooker, top non. 4, je suis pas mes cours, top 4 Poirier, top 3 Geiji, top 2 Oliveira, top 1 Oliveira, Tsaroukian. Tu le verrais où toi, Volk? je pense pas qu'il rentrerait dans le top 5. Ah, Je tu pense. vois Dan Hooker, s'il y a un combat avec Dan Hooker, tu vois Dan Hooker le mettre KO? Enfin, tu vois Ah, Dan peut-être Hooker pas le quand battre? même. Mais après, Ah ouais, face à Dan Hooker, tu le verrais perdre? Surtout qu'ils non. sont amis. Du coup, déjà, je les verrais pas se battre l'un contre l'autre. Non, je pense que c'est quand même Volk, mais au niveau du classement, je pense que si à un moment ils doivent le classer, Oui, mais après, si tu vois, ils vont pas. Enfin, j'espère qu'ils vont pas nous faire la même que Max Holloway face à Geiji. Ils vont pas nous classer Ah derrière. ouais, ouais. Ça me fume. Ils ont fait, en On fait, ils l'avait nous ont vu fait la ça. même chose que moi dans ma carrière UFC. C'est-à-dire que Max Holloway bat le numéro 3 lightweight, on va le mettre 9ème. C'est que je pense que bah, on en avait parlé, en plus on n'avait pas compris, donc Ouais, même moi là sur. j'espère que ouais. Dans ma carrière UFC, c'est la même chose. J'étais 13ème, j'ai battu le 3ème, on me classe 8ème. La logique, elle est où si t'es meilleur que le 3ème? Mets-moi devant le 3ème, j'en sais rien. Bah là, c'est pareil, Max Holloway. Pourquoi ils le mettent derrière Gaji alors qu'il a détruit Gaji? C'est même pas le battre, c'est même pas. Il a Ah bah, détruit ce que Oliveira n'a pas fait avec Gaji. Ok, il a été un machin, mais il l'a pas détruit. Genre, il l'a pas dominé à 100%, tu vois. Ce que Arman Saoukian ne ferait pas avec Gaji. Moi, dans un classement honnête, c'est Holloway le numéro 1 chez les lightweight. Dans un classement honnête. Pour moi. Unpopular opinion. devant Geji déjà, pour moi c'est forcément devant Geji. Putain, ouais. Après bon, au-dessus je sais pas, mais Après, peut-être ils ont eu du mal par rapport à Poirier, le fait qu'il ait perdu 2 fois face à Poirier. Non, pour moi, bah non, parce que la dernière fois face à Poirier de Holloway, ça remonte à 2019. Donc ça veut rien dire en fait. ouais, je sais pas, Moi, je le verrais top 3. Hein. Déjà, je le vois devant Geiji. Et en fait, pour moi, il est au même niveau. Il est vraiment au même niveau que Oliveira. Pour moi, Oliveira et Volk, c'est vraiment les deux. Je sais pas comment tu peux les départager. Parce que je pense que d'un côté, Oliveira, on le sous-estime par rapport au fait qu'il est sur il est sur une défaite face à Arman. Mais ouais. que si on est sur un combat en 5 rounds, je pense qu'Oliveira le gagne. Parce qu'on voit que le troisième round, il est à deux doigts de finir Arman. Que Oliveira est toujours aussi complet, est toujours aussi explosif, toujours aussi bon, en fait. Il a rien perdu en soi à part sa ceinture. Et que de l'autre côté, Volk, ben. Ok, il perd face à Islam 2 fois. Ok, il perd face à Topuria, qui est peut-être l'un des futurs GOAT. On n'en sait rien. C'est Volk, les mecs. Les gens qui disent ouais, il est mort, il est à la retraite, il perd face à tout le monde. Vous le mettez face à BSD, BSD le gagne. Je dis BSD parce qu'on est français et que l'exemple de BSD est sûrement déjà venu en tête des gens, tu vois. Mais jamais de la vie dans un combat entre Volk et BSD, BSD gagne. Je n'y crois pas une seule seconde à ce fait-là que. Putain, je perds mes mots. Que Volk ait tout perdu depuis sa première défaite face à Islam. Il a pas, sachant que c'est un combat qu'il aurait dû gagner pour beaucoup. Même si elles ont eu un impact quand même, je pense que Ah oui, ça a ces deux clairement eu un défaites là. impact. La deuxième, Celle de Top ouais, aussi. la deuxième c'est un short notice d'une semaine et demie. Ouais, Une semaine et demie short notice. D'ailleurs, on parlera aussi de cet événement de 194 par rapport à notre combattant qui arrive. Et ensuite, face à Topuria, les gens oublient que Volk gagne le premier round. Face à Topuria. Le premier round, il est pour Volk, il est pas pour Topuria. Hein. Et que jusqu'au KO, Volk maîtrise le combat. Hein. C'est juste que Topuria a réussi à amener Volk là où il voulait. Et il l'a mis KO. Mais jusque-là, c'est Volk qui dominait le combat. Donc à aucun moment, Volk est terminé. Hein.
Jamais de la vie Volk est terminé. Il a donné arme à Islam Makhachev, l'actuel numéro 1 de l'UFC, l'actuel numéro 1 dans le MMA tout court, son combat Mm. le plus compliqué. Parce que avant que ce soit Islam le numéro 1, c'était Volk le numéro 1. Volk était le numéro 1 pas de fin pounds. Donc je vois pas, c'est un petit coup de gueule que j'ai pour Volk et c'est un petit coup de gueule pour toute la génération Volk, Adesanya, Oliveira, Ousmane, toute cette génération là qui se sont battus pendant des années, qui ont été les visages de l'UFC pendant 3-4 belles années et à qui on chie sur la gueule maintenant parce qu'ils sont tous sur des mauvais passes. Et sauf que je trouve ça dégoûtant de chier sur eux alors que ben, c'est limite les combattants qui nous ont plus donné sur ces dernières années et que j'estime qu'ils n'ont rien perdu. Et honnêtement, bah justement, en parlant de ce combattant qui est pile poil, en plus je l'ai cité, Ousmane, c'est exactement la même chose que Volk pour moi. La même Mm. chose. Et c'est là où je vais passer un coup de gueule. En plus, je t'en ai parlé en pré-vidéo. Ah, tu me l'as dit. On parle de l'événement de 294 dans le même contexte que Volk. Euh, il est sur deux défaites, dont une grosse défaite par décision, où il aurait pu gagner. Mm. Et il prend un combat en short notice face à Ramzat Chimaev. Et là, oh là là, si les gens de TikTok Et regardent ce là, podcast, et là. ils vont encore croire que je déteste Chimaev. Et aussi, vu comment je réagis là, on croit que je déteste Chimaev. Mais non, dans le duo, là, c'est lui qui déteste Chimaev. Enfin, c'est pas moi. Hein. Moi, je m'en bats les couilles en réalité du Chimaev. La réalité, ce que je n'aime pas, c'est les gens qui en font trop avec Chimaev. C'est les gens qui parlent de Chimaev. C'est tout ce qu'il y a autour de Chimaev. Mais c'est pas Chimaev lui-même. Ramzat. On va dire Ramzat, ce sera plus simple. Ouais, Ramzat. Et ce que j'aime pas, et c'est pour ça que je parle de lui, parce que Ousmane, c'est que Ousmane, donc il prend ce combat en short notice, il sort de deux grosses défaites, dont une par un gros KO. Il affronte Ramzat, qui est l'un des combattants les plus compliqués. Il gagne le combat, presque. Ousmane, c'est-à-dire que le premier round il est pour Ramzat, le deuxième pour moi il kiffe, le troisième il est pour Ousmane. Et si ça avance 5 rounds comme ça aurait dû être de base, Ah, ça aurait été clairement Ousmane. Ousmane gagne. Et ce n'est pas dans la Ah ouais. catégorie d'Ousmane. Donc, et les gens qui disent qu'Ousmane a tout perdu, non, 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 non. Depuis le KO, le soir du KO, il gagne le combat, la décision unanime. Il domine Edwards tout le combat. Deuxième combat, c'est kiff kiff, je le donne à Edwards le combat, mais c'est kiff kiff. Face à Ramzat, moi j'ai vu du positif de Ousmane. Il y a eu la défaite, j'étais dégoûté parce que je voyais Ousmane gagnant, ou en tout cas, je comprenais qu'on voit Ramzat gagnant parce que pour moi c'était 50-50. Mais j'avais juste le semaine que ça allait pas en 5 rounds parce qu'on aurait pu enfin voir ce que donnait Ramzat en 5 rounds, et surtout, frère Ousmane, il aurait gagné le combat. On n'aurait jamais eu cette Zumba autour de. J'allais dire de Ramzat, mais oui, il y a une Zumba autour de Ramzat, mais plus autour de Ousmane et de. À quel point on le sous-cote. Et pour moi, si Ousmane revient justement, pour moi, il devrait revenir en middleweight. Dans un monde parfait, pour moi, il revient en middleweight. Maintenant, je pense qu'il va revenir en welterweight. Je pense aussi. Tu verrais contre qui, toi? Enfin, Walter, en vrai, j'ai pas de. T'as pas de compte J'ai pas son nom. précis? Bah Ah, j'ai pas de écoute, nom précis. moi je voudrais trop le voir en middleweight parce qu'en welterweight il a tout fait et que j'aimerais le voir contre des combattants frais, contre des Sean Strickland, contre des Robert Whittaker. Oh, Robert Whittaker, Kamaru Usman, qu'est-ce que ce combat me donne envie, Ah, punaise. si Whittaker il perd face à Ramzat, je pense que c'est possible, hein. De donner un. C'est possible, mais moi j'ai peur d'une chose, Ah oui. Hmm. c'est que t'as deux mecs qui ont call out Usman là. Même peut-être trois, mais je suis pas sûr de l'autre. Ah oui, c'est Les vrai. deux Ouais. qui l'ont fait, c'est Buckley, donc 9ème Hmm. chez les welterweight, et Yann Gary. Yann Gary qui Et est, Ngari pour je moi. crois, Yann Gary est passé 5ème, ou alors il est Ouais, encore 6ème. pour moi, c'est une mauvaise idée de repartir sur du Ngari. Pour moi, du pur striking, c'est compliqué. Pour moi, il faut un mec un peu complet. Même si Buckley, pour moi, c'est pas compliqué. Pour moi, Buckley, il peut le faire large. Pour moi, Gary, vas-y, peut peut-être avoir un peu de doute, mais même. Le problème, tu vois, ce que j'aime pas avec Yann Gary, c'est qu'il aime bien jouer avec ses kicks, il aime bien temporiser, etc. Il aime bien casser le jeu de son adversaire. C'est ce qu'il a fait à Michael Venom Page. Et c'est comme ça qu'il a gagné Michael Venom Page, c'est en contrôlant Michael Venom Page contre la cage. Va faire ça, Ousmane. Tu essaies de contrôler Ousmane vers la cage, il te prend, il te retourne, il te fait tomber par terre, et il te fait comprendre c'est qui le maître de la lutte, en fait. Le maître du grappling, tu vois. Donc tu peux pas faire ça à Ousmane, surtout que Ousmane a une force surhumaine pour les welterweight. Hein. Il est Hmm. ultra puissant. C'est pour ça que je le vois en middleweight, hein, parce que voilà. Mais je pense pas qu'ils vont nous faire ça. Je pense que c'est un combat. Je n'espère pas qu'ils vont nous faire ça. Je pense pas qu'ils vont nous faire ça. Mais il y a un monde où ça peut arriver.
c'est la quadrilogie avec Edwards. Parce que Edwards, si tu, en tout cas, si tu donnes le title shot à Shafkat. Parce que moi j'avais créé un scénario où tu donnais le title shot à Ousmane pour une première Mm. défense de Belal et tu faisais un Shafkat Edwards. Parce que Shafkat Edwards pour moi ça paraissait logique vu que Shafkat n'a Mais affronté honnêtement, personne du ouais, top pour moi, il n'y a 5. personne d'autre qui mérite plus que lui et que Shafkat. Oui, mais moi aussi. Mais le problème Mm. c'est que bah, il a affronté personne du top 5. Donc en fait t'as l'impression que personne ne mérite plus que Shafkat. Mais est-ce que Shafkat est réellement méritant? Tu vois, c'est ça la vraie question. Parce que sa plus grosse victoire c'est un Stephen Thompson vieillissant. On l'a vu, Stephen Thompson il vient de perdre face à Buckley. Est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose, tu vois? Compliqué. Mm. Et c'était de faire du coup un Shafkat Edwards qui pour moi est totalement logique. Euh, et pour moi, la raison logique de donner un title shot à Ousmane, c'est que c'est le deuxième meilleur welterweight de l'histoire. Qu'il a 5 ou 6 défenses de titre. Et que s'il doit avoir un dernier run en welterweight, pour moi, qu'il a jamais affronté Belal et que Belal veut affronter Ousmane en plus. Pourquoi pas? Maintenant, oui, après, c'est sûr que niveau sportif, à l'heure actuelle, il n'est pas méritant, c'est sûr. Mais si tu donnes le title shot à Shafkat, là, qu'est-ce que tu fais d'Edwards? Qu'est-ce que tu fais de, de Ousmane? Parce que derrière, t'as la jeune pousse, quoi, qui arrive. T'as les Ngari. T'as les Jack Della Maddalena. Je crois que c'est lui en plus, Strong qui a call out Mm. Ousmane. En tout cas, il avait call out Chef 4, c'est sûr. Ce combat ne va jamais Ouais, arriver finalement, je crois. Mais je pense pas. peut-être quand Chef 4 sera champion du coup. Mais je comprends pas. Voilà. Moi, j'ai juste un coup de gueule que j'ai eu là face à, pour Ousmane. Parce que c'est en plus un combattant que je tiens beaucoup. J'aime beaucoup son final. Oh, Projaska en middleweight. Bah, justement, j'étais en train de penser à Ousmane Prochaska. Je sais pas, j'ai. Tu penses à Ousmane Projaska? Non, mais parce que juste tu m'as parlé de middleweight et que les deux il faut qu'ils se repentissent. Donc, enfin, entre guillemets. Les deux faut qu'ils se Donc, repentissent. Ousmane faudrait qu'il monte en middleweight. Projaska il va sûrement je pense descendre en middleweight. en vrai, je pense que c'est mieux à faire pour lui. Putain, Ousmane Prochaska. Ah ouais, Ah, par j'ai contre, pensé dans ma tête. Ousmane Prochaska, quoi. Oh, le combat de fou furieux. Le problème, c'est que, genre, si je dis pas de conneries, genre, Prochaska, il doit faire presque une tête de plus qu'Ousmane, quoi. Oh, ouais, Presque sans problème pour Ousmane. facile. Bah, après, il a jamais affronté quelqu'un de si grand. Si, Ramzat, il est grand. Mm. Mais, je sais pas. Putain, Prochaska, Ousmane. Oh. Tu vois, moi, j'ai toujours vu Sean Strickland comme première victime de Prochaska chez middleweight. Je sais pas. J'imagine trop un Sean Strickland Prochaska pour le premier combat de Prochaska en middleweight. Le problème, c'est que Sean Strickland, il a l'air d'avoir un agenda assez pris quand même, hein. Ouais, ouais. Putain, Ousmane Prochaska, quoi. Ousmane Prochaska. Ousmane Prochaska. Ah, ça me fait bander, quoi. Oh là là. Ousmane Prochaska, quoi. Toi, si ce combat devait arriver, tu t'en penserais quoi? Super, donc en Alors fait, là. voilà, je vous présente Hypno. Propose des Mm. combats, mais n'en pense rien du tout. Bon, tout à l'heure, on a parlé de Max Holloway à l'UFC 300, son adversaire Justin Gaethje, qui a d'ailleurs, je crois, annoncé qu'il allait faire un potentiel retour. Alors, fin 2024, début 2025, je sais pas. Est-ce que tu trouves que c'est un peu trop tôt, un peu... Non? Fin 2004, j'ai beaucoup de doutes, hein. Vraiment, c'est-à-dire qu'on le verrait là sur le 309 ou le 310, alors que le 309, la carte est annoncée. Mm. La 310 a l'air d'être quand même bien chargée. Je ne pense clairement pas que Justin Gaethje c'est quelqu'un qu'on va voir en Fight Night. On va le voir pour début d'année 2025, je pense. Un petit mois de février, je verrai bien. Peut-être un peu avant Sean O'Malley qu'on parlait tout à l'heure aussi. Ouais. Je pense ouais, janvier, février, ouais. Mais c'est ça une question aussi à Gaethje, c'est qu'on en fait quoi de Gaethje? Parce qu'on parle d'un mec qui avait battu Poirier, qui était challenger numéro un Mm. au titre de Makhachev, mais qui s'est fait voler la place. J'ai envie de dire par Makhachev, mais non, il s'est fait voler la place par Max Holloway en réalité, hein. Parce que Non, non. cette défaite face à Max Holloway lui a tout coûté. Son title shot, son titre BMF, c'est la première fois qu'il perd par. Non, c'est pas la première fois qu'il perd par KO, mais. Bah non, du coup, contre Poirier, mais après, c'était pas Mais vraiment c'était un un petit KO. KO, quoi. Là, moi, je te parle vraiment Là, c'est de vraiment un gros face KO. palm, quoi. Vraiment la tête contre le Ouais, sol. ouais, ouais. Non, je pense que c'est la première fois. Là, c'est la première fois, mais là, putain, ça lui a tout coûté ce combat. Il avait rien à gagner, il n'a rien gagné. Je Il a pense que tout c'était pas perdu. forcément les meilleurs plans pour Dan avec Gaethje perdre. Ah, je pense que Dana White voulait que Gaethje Parce que je pense qu'il attendait gagne, juste hein. que Gaethje gagne, il prend la ceinture BMF et derrière il prend un title shot Bah, contre de toute Makhachev. façon, t'as qu'à voir, hein, Makhachev, il affronte Poirier par des pieds en fait, hein. Mm. Parce que je suis persuadé que de base c'était Gaethje ce soir-là qui devait affronter Makhachev, hein. Maintenant, tu mets Makhachev face à Gaethje, je vois Makhachev gagner quand même, hein. Mais Ouais.
C'est quoi la suite pour Geiji? On sait que Renato Moicano l'a call out. Possible. Gentiment, hein. Je vais dire ça gentiment, je pense qu'il peut les faire foutre. Moi je, moi, je veux voir ce Volk Geiji. On parlait de Volk, contre qui on le verrait. On n'a même pas dit contre qui on le verrait. Est-ce que ce serait pas Geiji finalement? Sachant que les deux sortent de défaite. Gros KO pour Gaiji et Ils ont tout à gagner. Les deux, KO pour Top. Ouais, clairement. les deux ont tout à gagner. Et même si Volk perd, en fait, il pourrait quand même être classé. Ça dépend de sa performance, tu vois. Mm. Et honnêtement, il y avait eu des rumeurs pour l'UFC 309 où le co-main event aurait pu être Volkanovski contre Charles Oliveira. Au final, Charles Oliveira affronte Michael Chandler. Moi, Volk Geiji, c'est un combat que. Ouais. Maintenant, la peur que j'ai pour Volk, c'est qu'encore une fois, c'est un mec qui est spécialisé. Enfin, c'est un mec qui met des KO quoi en face. Et pas n'importe quel KO, c'est Geiji. Donc c'est pour ça que j'ai peur de Volk. Pour Volk. Ouais, pour Volk. Parce que j'ai pas très peur de Volk en ce moment. Avec toutes ces TikTok où il mange de la bouffe là. Oh là là, j'ai faim. Il fait d'un burger dans une plaine. Là. Oh là là, ça donne envie. Oliveira, on parlait de lui vite fait. Toi, c'est ton combattant préféré. Je t'attends au tournant pour lui et l'autre brésilien dont on va parler juste après. Qu'est-ce que tu veux Ah, pour Oliveira? C'est ton combattant préféré. J'estime que t'as. J'espère en tout cas que t'attends des choses pour lui. Qu'est-ce que t'attends? déjà, j'attends. Je pense. Allez, bon, déjà, clairement, victoire pour moi contre Chandler. Soumission. Comme ça, dans les prédictions en même Chandler temps. poubelle. Ouais, je pense que. Ouais. Chandler 38 ans poubelle. 37 je crois il a encore. Mais même C'est pas pour être méchant, mais je pense qu'il y a plus grand chose à faire dans ce si cas-là. haut dans la catégorie de la lightweight. Moi tu le mets en face enfin dans le haut de la KT pour moi il perd face à tout le monde, hein. Ah oui, ouais. Déjà, Oliveira, ça va être beaucoup trop compliqué. Même Dan Hooker actuellement pour moi il perd, hein. Alors que pourtant il avait battu Dan Hooker dans ses débuts à l'UFC, hein. Mais c'est pas le même Dan Hooker j'ai l'impression. Là on a un Dan Hooker qui est un peu en mode revanchard en ce moment sur la vie. Hmm. Il a qu'à avoir sa victoire face à Cameron qui est très étonnante. Je le vois perdre face à. Je le vois même faire. Je le vois même perdre face à Gamrot. Pour moi le premier qui bat c'est Dariush dans le classement. Pour moi le premier que tout le monde bat dans le classement c'est Dariush. Parce que pour le coup Dariush je le vois pas gagner contre beaucoup de gens. D'ailleurs, Darius devrait normalement affronter Rafael Viziev, mais je crois qu'on Ouais, en parlera après. Enfin, dans un autre podcast, hein. Ça, ouais. hein, Si un jour c'est officiel, comme ça vous saurez. ça devrait l'être bientôt, mais on n'en sait rien. Hmm. Mais du coup, ouais, Chandler, bah, c'est même Chandler. En plus, on en parlait aussi pour les potentiels adversaires. Ouais, Connor, là, on est en pleine recherche d'adversaires. ouais, ça y est, c'est officialisé, ouais. Putain, t'imagines Connor, Chandler, ça n'arrive jamais. Oh le Et seum de Chandler. Oh, moi, pour moi, ils auraient clairement dû donner quelqu'un d'autre à Oliveira. Justement, t'en parlais tout à l'heure, peut-être Volkanovski. Faire un Oliveira Volk et à côté, tu fais un Connor Chandler. Parce que pour moi, les deux là, ils doivent s'affronter. Ah, mais bon, Vraiment, Connor, Connor il n'y a Chandler. pas de retour en arrière, hein, pour Connor Chandler, hein. Mais là, le problème, Ouais, c'est que c'est Chandler, là, il dommage. affronte Oliveira. Et je verrai un Chandler Connor pour la Fight Week, l'International Fight Week l'année Ouais, prochaine, pour, hein. voilà. Donc fin juin, début juillet en fait. C'est-à-dire on attend Et encore Connor un en an attendant. Connor. Bah Connor en attendant il va boire, il va faire des putes, enfin il va jouer au poker, Alors, il va massacrer continuer. des mascottes et Bukayo Saka et puis voilà tu vois. Un train de vie classique, au final. Tu te dis qu'il a réussi dans la vie mais en même temps tu dis que t'as pas envie d'être comme lui, c'est bizarre en fait. T'as envie d'avoir sa vie Actuellement, mais non. t'as pas envie d'être lui. Tu vois, c'est assez paradoxal pour Connor. Mais ouais, après Mm. Connor, on avait aussi parlé d'un potentiel quatrième combat face à Poirier, qui pourrait avoir Mm. lieu parce qu'ils ont chacun une victoire dominante face à l'autre. L'autre, c'est une victoire de Poirier, mais une blessure, mais ça reste une victoire. Nate Diaz, Pour le show, clairement. Nate Diaz, pour moi en vrai, Connor Nate Diaz, c'est un combat qui doit arriver, hein. Ouais. Nate Diaz veut affronter Connor, je pense qu'au fond de lui, Connor veut affronter Nate Diaz. Ouais, parce L'argent, que Nedjaz a prévenu aussi. Ouais. l'argent que ça génère. D'ailleurs, en parlant de Nate Diaz, récemment, enfin cette année, il a affronté Jorge Masvidal. Et pas Georges Masvidal, hein, parce que je me fais souvent tacler sur mes prononciations de nom. On dit bien Jorge Masvidal. Il a affronté Jorge Masvidal en boxe anglaise et Masvidal qui a dit qu'il était encore en contrat sous l'UFC, à l'UFC. Mm. Le retour de Masvidal, je me pose beaucoup de questions. Je, Contre Nedjaz à l'UFC. Ça serait. je pense qu'il se fait pas face à, alors, pas d'un combat face à Nate Diaz. Je pense qu'il va faire un retour cataclysmique, Masvidal. Je le dis. Je pense qu'il va se faire éclater par tout le monde qui va vouloir affronter. Je pense vraiment que là, enfin, il a 40 ans.
40 ans quand t'es en poids lourd, c'est bien. 40 ans quand t'es en light heavyweight, c'est potable. 40 ans quand t'es en welterweight, c'est retraite. Et dans la catégorie la plus dure du monde. Ça dépend la plus dure, dans quel sens? Ah non, mais c'est là pour moi le plus de challenge. Surtout en ce moment, avec le champion Plus de Makhachev. challenge, je sais pas, j'irais plus c'est la plus homogène. Ou la plus hétérogène, je sais pas comment on peut dire. Mais je pense j'irais plus homogène du coup. Dans le sens où vraiment tout le monde peut. Genre là, t'as Belal champion, mais t'as peut-être prochainement Shavkat. En fait, pour moi, le haut du panier, ils ont tous à peu près le même niveau. Que ce soit Belal, Shavkat, Edwards, Ousmane, ils ont tous le même niveau, tu vois. Donc t'arrives à t'approcher de leur niveau, à avoir leur niveau. En fait, tu fais partie, t'es peut-être le meilleur de la KT, pour moi. On parlait des lightweight là. Oui, mais on parlait de Masvidal vite fait. Attends. Ouais. Ah, mais Masvidal pour toi, c'est un lightweight? Mais non, mais je sais pas, juste avant on parlait de lightweight. Ah oui, Nate Diaz, parce que Nate Diaz, ouais, mais je pense que Ouais. si Nate Diaz Connor arrive, ça sera en welterweight aussi. Ouais, Et c'est ouais, ça je le pense. problème de Bah, Connor. vu le physique de Connor maintenant, je pense que ouais. En fait, j'imagine bien c'est l'agenda de Connor de se faire Chandler, puis Nate Diaz, puis le champion welterweight. Parce qu'il a dit que si il avait une victoire en. Après, il a que deux combats. Donc je pense que tout simplement, il va battre Chandler et il va demander un title shot. Et vu que c'est Connor, il va faire une dinguerie. Il va prendre le micro, il va faire je challenge tous les Ah ouais, champions. ouais, Que ce c'est soit sûr. Pentoja, je descends à 57. Que ce soit Aspinal, je monte en 120, je m'en bats les couilles, je défie tout le Topuria. monde. Qui me veut, je vous Ah, prends tous. Il est capable de dire un truc comme ça. Il est capable de dire je m'en bats les couilles, je vous prends tous. ouais, Bon, Connor Topuria. bah pour moi c'est lui le dernier en plus dont on avait hypothétisé. Hein, voilà. Le dernier dont on avait parlé c'était Topuria. Topuria qui est le plus grand fan de Connor, Ouais. littéralement. Il ose pas le dire mais il a tout comme Connor, il fait tout comme Connor. Il va faire le même tatouage presque. C'est une dinguerie. Pour moi Topuria Connor c'est un peu un combat qui doit arriver. Mais ça doit être le dernier combat de Connor. Donc moi j'imagine bien une Ouais. victoire face à Chandler et bah il call out Topuria en vrai, hein. Moi, je pense que c'est Connor donc ils vont peut-être pas obligatoirement, mais pour moi ils vont ouais, donner un title shot. C'est Connor, ils vont Je le vois pas juste revenir faire deux combats, même s'il fait deux victoires et repartir après. Pour moi non. En fait, tu vois, le problème, c'est que même après leur retraite, enfin même après aussi leur retraite, tous les combattants sont toujours un peu reliés à l'UFC. En tout cas, dès qu'ils sont plus sous contrat à l'UFC. Le problème de Dana White, c'est que Connor, peu importe où il va faire de l'argent. Il va faire de l'argent et, et il va faire des clics et ça va être un tremblement de terre quand il sera plus à l'UFC. Dana White, il va forcément donner un title shot à Connor parce que s'il donne le title shot et qu'il gagne la ceinture Connor, oh, il est champion, il peut pas quitter l'UFC, il va pas nous faire une Francis. Puis Connor, il Ah, s'en il bat va les devoir couilles rester. de comment il vit les autres combattants, comment ils vivent. Il s'en fout qu'il n'y ait pas de médecin ou quoi. Lui, il a son argent, il s'en fout. Il va pas vouloir que Connor il se casse. C'est pour ça qu'il fait tout pour garder Connor le plus longtemps possible, même sans le faire combattre. Parce que Connor, il a deux combats. Il est un peu obligé s'il prend pas sa retraite, parce qu'il veut pas prendre sa retraite. Connor, il veut continuer à combattre, il aime ça. Il est obligé de rester à l'UFC tant qu'il prend pas sa retraite. Et Dana White fait exprès de garder Connor dans la compagnie pour pas qu'il puisse aller autre part. Pour garder le nom Connor relié à l'UFC. Donc pour moi, il va donner un title shot. Et si c'est un title shot, en vrai, Topuria serait beau. Maintenant, est-ce que Connor est capable de refaire le poids à 66? C'est une question que je me pose, moi. Compliqué. Et surtout, est-ce que Topuria sera toujours champion? C'est la question que je me pose, hein. Parce que si Holloway prend la ceinture, déjà, On le verra dans 2 semaines hein, déjà. je viens de réfléchir à un truc, mais en ce moment, il y a beaucoup de bim bam boum entre Topuria et Makhachev. Mm. Imagine un scénario où Topuria monte en lightweight après avoir perdu un ceinture featherweight et il prend Makhachev, il le bat. Ça n'arrivera jamais. Imagine un scénario. Pour moi non. Mais Peut-être que c'est ce que l'UFC attend, parce que déjà tu t'enlèves de Makhachev, qui est pas forcément un des champions les plus aimés de l'UFC, par Dana White en tout cas, même s'il commence à un peu l'aimer. Et d'un côté, tu peux avoir Connor qui peut descendre le poids assez normalement, avoir son title shot. Moi, ça se joue pour moi, hein. bon ouais, c'est un combattant. On n'a pas encore parlé. Je pense que beaucoup de gens l'attendent, il sort encore d'une victoire. Peut-être considéré comme le premier ou deuxième meilleur combattant actuellement à l'UFC. Évidemment. William Gomis, qui vient de battre Évidemment. Anderson Brito. Évidemment, c'est lui. C'est lui. Et non, avec Pereira bien sûr. Bon,
beaucoup trop de possibilités. Il y a trop de choses, on a déjà parlé trop de temps sur lui sur notre dernier podcast. On va parler Mm. encore on va encore dépenser trop de temps dans notre vie en parlant de lui dans le futur. On va dépenser trop de temps en parler de lui là parce que Trop de choses à dire. Trop d'issues possibles. on pourrait faire un podcast entier qui durerait 3 heures juste Pereira. Le podcast s'appelle Pereira. Point. Et le podcast dure 3 heures. C'est pas une vanne. Il y a trop de choses à dire. C'est pour ça qu'on finit par lui d'ailleurs. On commence par quoi? Son prochain combat. Potentiel. Enfin, dans sa catégorie. Allez. Bon, Kalaev, allez, viens là. Pour l'instant, on va rester sur la TOT. Et la vie de ma mère, j'espère. Kalaev. Désolé YouTube, je vous aime et je m'excuse pour ce que je veux dire. La vie de ma mère, j'espère il l'encule en Kalaev, ok? On va pas être monétisé sur celle-ci, c'est sûr et certain. Bon, La vie de ma mère en Kalaev. Kalaev. J'espère en Kalaev, il fait pas un round. Il fera un round, il fera même deux, même trois. Il fera la décision et il gagnera. Putain, ça me saoule. Ah, si ça, c'est. J'ai peur de ça. J'ai peur de ça. Moi, j'ai pas peur. Ah ouais? T'as vu ce qu'il a fait à Roundtree alors qu'il était à 20%? Ouais. En Kalaev, il sera à 100%. Après, c'est Pereira, j'ai envie de te dire. C'est. J'ai l'impression que Ouais. Pereira, on a toujours pas vu son 100%. Ouais, il le déclenchera quand il faudra. En Kalaev. Ouais, je Là, pense, ouais, pour moi, j'ai c'est. trop envie de voir un Pereira qui commence le combat à la Ramzat, comme il nous a fait En fait, là avec le front kick. moi, Mais... pour moi, sa catégorie, c'est vraiment celui qui peut lui faire le plus de mal. Oh, mais là, Vraiment. un petit takedown là. Oh, Ouais. oh, j'ai tellement envie de voir Pereira tenter un takedown sur Ankalaev. T'imagines, Ankalaev contre la cage. Boum, on prend les jambes. Ah, tu peux être sûr qu'il s'en attend pas là, Ankalaev. Ah non, bah non. Mais bon. Mais c'est comme là, t'as le nouveau combattant là, qui vient de gagner au Dana White Contender Series hier soir. Ouais, j'ai vu. Face à Islam Bashraf. Mm. Non, c'est bon. Il a signé en plus à l'UFC là. Et il a signé à UFC et c'est tout simplement l'adversaire le plus dur que Alex Pereira ait dû affronter dans sa carrière de kickboxing et ils l'ont signé juste pour faire le combat avec Et, Pereira. et qui a battu Pereira d'ailleurs. Kickboxing. Bah ouais, c'est pour ça que je dis le plus dur parce que L'a généralement le battu. plus dur tu le gagnes pas. Ouais, oui. Enfin si tu peux le gagner ton plus dur combat. Tu peux. Mais attention à lui dans les prochains Demander mois, à, prochaines années. demander à Che Congo, je pense que son plus dur combat dans toute son histoire, il l'a gagné. T'as pas le ref. Che Congo c'est un combattant poids lourd français qui, Ah si. qui Si, avait c'est bon. qui s'était fait mettre KO 14 fois. L'arbitre a jamais arrêté le combat, il est revenu et il a gagné par KO. Ouais, si, j'ai entendu. Bah voilà, et bah, tu vois le même, enfin le combat où c'est littéralement un même, le combat où Johnny Walker se met KO 7 fois en un combat. Hmm. C'est ça, c'est ça. Sauf que Cha Congo lui il a réussi à gagner à la fin. Johnny Walker lui il a réussi à dormir. Euh, Ouais, Pereira en KLAF. Moi je le dis en fait, mon problème c'est que je commence à trop aimer Pereira et je pense que ça commence à devenir mon combattant préféré en dehors des combattants français. Et je vois Pereira gagner si ce combat doit arriver. Je pense qu'en KLF, il Ouais. y a un crochet du gauche qui va pas supporter. Parce que je pense qu'en KLF n'a pas le menton de Rountree. Ah non. Non. Parce que d'un côté, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va être moins déterminé que Rountree, c'est bizarre dit comme ça. Parce qu'en KLF, ça fait des années qu'il attend son title shot. En réalité, le seul title shot qu'il a eu, c'était face à Jan Blachowicz et ils ont fait une égalité. Depuis ce combat-là, Dana White a promis qu'il ne donnera plus jamais de title shot en KLF. Bon, Et pourtant là, il lui a promis qu'il allait lui en donner un. Donc, et encore, on est dans une situation où c'est pas si déconnant que ça et c'est pas si nul si Pereira perd sa ceinture pour Dana White. Parce qu'en réalité, ouais. après Pereira, il monte en heavyweight. Donc t'as toujours un Pereira en forme, t'as toujours un Pereira en quête de ceinture, t'as toujours un Pereira qui va faire de l'argent, t'as toujours un Pereira qui va faire des clics. Donc en soi, ça change pas grand chose. Maintenant, je crois en la Legacy Pereira, je crois en l'anomalie Pereira, je crois au fait que qu'il va battre en KLF et qu'il va battre en poids lourd après. Il y a une question que je me pose. Parce que là, on sait très bien que du coup, il y a Ankalaev Rakic. Dana lui a promis que s'il gagnait contre Rakic, il avait le droit à son title shot contre Pereira. Mais la question que je me pose, c'est Si Rakic dans gagne. un monde où Rakic gagne, C'est mon monde à moi qu'est-ce que ça. l'UFC C'est fait? mon monde à moi ça. Qu'est-ce Il que donne le title shot à Rakic. tu penses? Bon, Enfin, en vrai, attends. d'une certaine manière, ce serait logique. Numéro 1 de la KT, Mais Jiri il l'a battu. Numéro 2 de la KT, Jamal Hill, il l'a non, c'est en KLF, mais
Il a Il l'a perdu détruit en même. KLF. Ouais. Numéro 3 de l'AKT, Jamal Hill, il l'a battu. Numéro 4 de l'AKT, Ouais. Yann Bakovic, il l'a battu. Bah, numéro 5, il manque. Numéro 6, c'est Volcan. Numéro 7, c'est Johnny Walker. Oui. Bon. Et numéro 8, ça serait c'est Roundtree. Maintenant, il n'y a aucun monde où en KLF perd, je pense, face à Rakic. Ouais, je pense clairement ils vont devoir faire ce combat en Caleb. Mais après, justement. Puisqu'on va devoir y venir aussi. Après en Caleb. Après avoir fait le tour de la catégorie des light heavyweight. Ah, une montée en heavyweight pour Pereira. Bah ouais, bah. Et tu vas affronter qui? Moi, il y a un combat chez les poids lourds Pereira qui m'intéresse. Parce que j'ai vu une interview dessus d'un autre combattant. Moi j'ai mis un post Instagram. Sur le compte de Pereira. Ah, Aspinal. Lui-même. Aspinal. Ah oui. Ah. Eh oui. Non, moi, c'est pas Aspinal. Moi, c'est Curtis Blades. Tout simplement parce qu'il a fait une interview où il disait que Pereira ne ferait rien en poids lourd. Il n'arriverait à rien et qui contrerait totalement le jeu de Pereira. Et qui le mettrait. Enfin, qui le battrait premier round. On rappelle que Curtis Blade a perdu contre des gens qui sont vraiment pure strikers, hein, donc Pereira. Que ce Mm. soit Pavlovich, contre qui il s'est fait exterminer premier round, que ce soit Ngannou, il a perdu contre tout cela. Bon, il n'y a que deux mecs hein, dans tout cela, mais il a perdu contre eux. Pereira est un meilleur striker que Pavlovich, j'espère ne pas vous apprendre quelque chose. Pereira est techniquement, et bien de la technique, meilleur striker que Ngannou. Et que c'est le deuxième meilleur puncher de l'histoire de l'UFC avec Ngannou. Mm. Donc je le dis, hein, Curtis Blade il se fait éteindre par Pereira. Hein. Ah ouais. Et après tu fais Pereira à Spinal. Ah ouais, ou un combat avec un certain français aussi qu'on avait parlé potentiellement. Je veux Petit pas le voir Sénégal. contre des Français. Ah mais c'est pas nous qui décidons malheureusement. Putain, Pereira Khan. Ça, c'est le vrai Muay Thai contre le vrai kickboxing. Parce que c'est pas Khalil Rountree là, qui a fait 2 semaines en Thaïlande, qui va dire qu'il a fait du Muay Thai. Cyrilian, il vient du Muay Thai. Il est invaincu en Muay Thai. Là, Mm. c'est bien. En plus, niveau, niveau striker à l'UFC, on peut pas faire mieux que Cyril Gann. Niveau technique. Ouais. Pour moi, il a une meilleure technique que Pereira. Maintenant, Pereira varie mieux son striking. C'est bizarre dit comme ça. Mais il varie mieux son Je striking. vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais ouais. C'est pour ça que j'ai pas envie de le voir. Par contre, j'ai envie de le voir face à Jones. J'ai envie de le voir éteindre Jones. J'ai envie de le voir face à Aspinal. J'ai envie de le voir éteindre Aspinal. Et j'ai envie de le voir prendre sa retraite avec les 3 ceintures sur ses épaules. Peut-être c'est abusé. Putain, t'imagines C'est un monde. un Il y a monde un monde. où il bat Curtis Blades pour faire ses débuts en heavyweight. Un monde où il bat Ouais. Aspinal. Un monde où il devient triple champion. Je veux bien que le top 5 GOAT soit un cercle très fermé. On parle quand même Bon mais là de Georges Saint-Pierre, on parle quand même de Demetrius Johnson, on parle de John Jones, on parle de Anderson Silva, on parle de cinquième, ça peut être n'importe qui. Bah, est-ce que ce serait pas tout simplement l'expérience ce cinquième? pour moi s'il prend la troisième ceinture, il n'y a pas de débat, il rentre clairement dans le top 5. Même top 4. Hein. Trois ceintures de trois catégories Même différentes. top, même top 4 hein, pour moi. Ouais. Et ce qu'on disait en plus dans le podcast là sur la review de son combat face à Roundtree, c'est qu'il a 37 ans. Donc là il va sur ses 38. Mais on va dire, allez, il a encore 3 belles années devant lui. S'il fait 2 à 3 combats par année. Donc il a entre 8 et. Allez, entre 7 et 12 combats. On va faire de l'argent. Il a entre 7 et 12 combats encore dans sa carrière. Rien que 7 combats, imagine, ça fait 7 victoires. Là, il est en 5 victoires d'affilée. Ça fait 12 victoires d'affilée. Donc déjà, ça, c'est bon. 7 victoires, tu rajoutes à son bilan actuel. Ça fait 19-2. C'est pas déconnant comme bilan. Même si, bon, voilà. Triple ceinture. Pouah. Top. Top faire remonter encore un peu. Tu le mets top 3. Ah mais je sais pas, non mais Pereira c'est. Après, top 3, Vraiment. quand il pense top 3, c'est possible. Hein. Moi, il y a un truc que j'espère pas. Alors, ouais, on va divaguer, mais vu qu'on va parler de John Jones juste avant de terminer, euh, ils vont. Enfin, l'UFC va accepter les. Enfin, va remettre légaux, les coups de coude 6-12. Enfin, 12-6. Donc, du haut du crâne, comme ça. Les coups de coude comme ça. Qui ont été interdits pendant très longtemps et c'est ça qui a causé la seule défaite de John Jones. Et j'ai peur que Dana White nous fasse
Oh bah écoutez, maintenant que c'est légal, je pense qu'on peut dire officiellement que John Jones est invaincu et que sa défaite par disqualification ne compte pas et qu'on peut même la mettre en victoire et que du coup il est en 28-0 ou 29-0. Ouais, 28-0. Enfin, je crois qu'il est en 27 ans. J'ai pas envie qu'il nous fasse ça parce que si tu mets un John Jones invaincu et qu'il prend sa retraite invaincu, t'as plus l'argument. Enfin, t'as un argument en moins quoi, pour dire que John Jones n'est peut-être pas le GOAT. Et c'est ça qui est dommage. Quand t'as un sport où t'as qu'un seul mec qui est plus fort que les autres, t'as pas le droit au débat. Et c'est chiant. Regardez le foot par exemple. Même si pour moi, ils arrivent sa défaite, ce sera pas la même saveur qu'un Rabbi, par exemple. Parce que lui, on sait qu'il a vraiment jamais perdu, alors qu'en soi, Jones, mais bon, même si, comme tu as dit, ça devient un coup interdit, sa défaite, malheureusement, c'est qu'elle est là, quoi. Ouais, mais d'un côté, Rabib, il y a son problème d'adversité lors de ses 16 premiers combats. Ouais, bon, là, on va s'écarter, mais Bah, il y a trop de choses à dire aussi pour lui. Ouais, on fera un débat. De toute façon, Ouais, ouais, je veux pas vous spoil. il y a une vidéo Mais, qui arrive. alors oui, on peut que ce qui arrive. Mais il y a un concept de vidéo qui, je ne sais pas, sortira sur ma chaîne perso ou sur Cage Spirit. Je pense sur Cage Spirit parce que c'est ici qu'on parle de MMA. Où ça va être un concept de vidéo extrêmement différent des podcasts. Ça va pas du tout être un podcast. C'est quelque chose que je vais faire seul. Je t'en ai pas parlé hypno, mais c'est quelque chose que Je tu vas, découvre en même temps que c'est vous, quelque là. chose que tu vas kiffer regarder. Et c'est quelque chose que je vais faire pour Cage Spirit. C'est quelque chose qui va changer les podcasts pour ceux qui veulent un peu plus découvrir. On va parler de l'histoire du MMA et on va parler d'opposition. Donc voilà, je vais pas vous spoil, mais on va clore beaucoup de débats dans ce sport, qui en a beaucoup des débats. Et en parlant de débat, c'est qui est le véritable champion des poids lourds de l'UFC. Est-ce que c'est John Jones? Est-ce que c'est Thomas Spinal? On n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que John Jones va défendre sa ceinture dans le main event de l'UFC 309 face à Stipe Miocic, le GOAT des heavyweight à l'UFC. Thomas Spinal peut-être le futur GOAT des heavyweight à l'UFC. Est-ce que Thomas Spinal, dans un combat où John Jones Aspinal existe, enfin dans un monde où ce combat existe, est-ce que Thomas Aspinal peut battre John Jones? Est-ce que Thomas Aspinal va battre John Jones? Qu'est-ce que tu penses de ce combat, Hypno? Pour moi, Thomas Spinell a largement ses chances contre Jones. Je pense, je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont pensé comme moi, mais pour moi, Spinal, vraiment, je pense depuis, avec ce qu'il monte là depuis quelques années déjà, avec que des finishes, un temps passé dans la cage en je sais plus combien de combats, le temps il est vraiment ridicule en plus. Je pense que ouais, contre John Jones, on peut vraiment le faire. Ouais. Bah. Moi je t'aurais dit en fait j'ai peur. Enfin je sais pas, j'ai cette. J'ai un peu toute cette fumée on va dire autour de John Jones que j'arrive pas à comprendre comment tu peux le battre. Puis j'ai Ouais, revu récemment le combat entre John Jones et Dominique Reyes. J'ai revu le combat. Objectivement, Dominique Reyes gagne ce combat. 48-47. Objectivement. C'est pour ça que je dirais jamais que John Jones est invaincu. Parce que déjà, disqualification, la victoire très bizarre face à Reyes. mm. Pour moi, face à Aspinal, si Aspinal doit chercher le finish, et pour moi, s'il y a ce combat-là, Tom Aspinal, s'il y a une victoire par finish, je vois Tom Aspinal remporter par KO face à John Jones. Ouais, Si ce combat déjà doit un arriver. combat entre Jones et Spinal, pour moi, il y a forcément un finish. Je sais pas de quel côté, mais j'ai du mal à avoir une décision dans un combat poids lourd comme ça entre Aspinal Sur ces et, dernières années, et Jones. John Jones t'enlève le combat face à Gann évidemment, parce que bah, c'est Mm. pas, enfin je sais pas le contexte, enfin tu peux pas vraiment Ouais. l'enlever, mais bon là. C'est pas un pro définition, John Jones. Hein. Tu rappelles Anthony Smith, Thiago Santos, Dominique Reyes. C'est ces trois derniers combats à light heavyweight, tous par décision. Donc je sais pas. Je sais pas. Maintenant, pour moi, faut que John Jones perde dans sa carrière. Pour moi, Ouais. faut que il passe la torche. Tu vois, faut que sa carrière se termine en mode ok, tiens. Puis en plus, John Jones avait signé pour un long contrat, je crois, 8 combats. Il en a fait qu'un sur les 8. Donc Ouais, il a encore 7 franchement, combats s'il prend pas sa retraite. mais bon, jamais d'avis je le vois faire cette combat. Ah, ouais. 2025, il Parce prend. qu'il va encore en annuler 4, 5, 6. Donc, Peu importe ce qui se passe 2025, peu importe ce qui se passe 2025, il prend sa retraite de toute façon. moi, Pour moi, déjà, pour parler de Miocic, déjà, je pense qu'après le combat, c'est quasiment sûr. que. J'ai du mal à revoir Miocic repartir. Ah non, mais je prends sa retraite, c'est sûr à 100%. Ouais. Après, pour Jones, ouais, je sais pas. Peut-être encore un ou deux combats, mais je pense il y aura pas au-delà. Je pense. Surtout qu'il est pas si vieux que ça, le con. Hmm. Il est dans la force de l'âge pour un poids lourd, il a que 36 ans. Hein.
Donc il aura encore 5 belles années hein, en poids lourd. Hein. T'imagines? Oh là là, 5 belles années en poids lourd. Alors qu'il est déjà le GOAT. En termes de ce qui se passe dans la cage. Hein. Euh, Ouais. Après, ça, c'est des avis perso. Mais. Ouais. Dans un monde parfait, Jones ne prend pas sa retraite face à Stipe. Il accepte le défi face à Spinal. Il perd face à Spinal. Il prend sa retraite après le combat. Dans un monde où John Jones décide de ce qu'il veut, il prend sa retraite après Stipe. Et il acceptera d'affronter Thomas Spinal que si le chèque est 10 fois plus gros ou aussi gros que pour Connor. Je pense. Non, mais s'il faut un John Saspinal, ça bat beaucoup de records. Ça va de beaucoup de records, mais c'est pas ça, c'est aussi ce que tu promets à John Jones en fait. C'est même pas le victoire, ce que les ventes de billets, etc. C'est vraiment ce que tu promets à John Jones, le salaire. Ouais. Parce que, ok, John Jones dans son contrat, il a un salaire où il doit gagner tant. Je pense que c'est un truc genre peut-être 300 000 par combat, je pense. Peut-être ça. Peut-être Je plus, sais pas, même moi je connais pas 500 du tout, 000. je sais pas dire. Euh, Peut-être 500 000 en vrai. Et peut-être plus, même, c'est peut-être 1 million de combat en fait. Hein. Non, c'est pas 1 million, parce que justement, je crois, justement, il disait que. Je sais plus qui disait qui avait dit ça. Mais il y a un moment où les salaires de l'UFC sur les dernières années avaient été révélés sur les événements, etc. Et que ça avait été révélé que je crois que Conor était le seul combattant de l'histoire avec Brock Lesnar à avoir touché 1 million sur un seul événement. Salaire tout confondu. C'est les deux seuls à avoir touché 1 million. Conor et Brock Lesnar. Même Ronda Rousey, je crois, elle avait pas touché 1 million. Pourtant, bon, toi, tu connais peut-être pas forcément Ronda Rousey, je pense. Mais De nom quand même. ouais, mais Ronda Rousey, c'est la Conor féminine. Genre vraiment, c'est le même niveau que de 2015. C'est Conor et Ronda Rousey. John Jones n'existe pas à cette époque-là. Hein. Enfin, il existe évidemment, mais et encore heureux. Mais c'est vraiment Conor et Ronda Rousey les deux stars. C'est genre Ronda Rousey, c'est au même niveau que Conor à ce niveau-là. Et c'est bizarre dit comme ça parce que tu te dis personne n'est venu au Connor et en vrai peut-être Connor 2015 voilà. Ronda Rousey peut-être un peu en dessous parce que bah, c'est KT féminine. Mais jamais, je pense jamais tu reverras ça. Genre c'est une dinguerie. Puis ensuite elle est partie à WWE, moi qui est fan de catch, on sait ce qu'elle est devenue. Bon, aujourd'hui elle est détestée dans le monde du catch. Et je crois qu'elle est pas très aimée dans le monde du MMA non plus. Mais bref là on s'écarte trop. Hein. Mais je crois que c'est tout. Est-ce que t'as d'autres choses à... Je pense qu'on a tout dit, ouais. Je regarde un On a peu bien réfléchi, je pense pas qu'on a oublié non plus des gros combattants. Je regarde un peu tout ce qu'on a marqué. On a tout fait, hein. On a tout fait. Eh ben écoutez, si on a dit potentiellement double Ouais. ceinture pour le way, mais ça je crois que j'en ai parlé vite fait en une phrase. On en avait parlé en même temps, ouais. Ouais, ok. Bah je crois qu'on a tout fait. Écoutez, nous on se retrouve ce week-end. Ce week-end, samedi, vous allez avoir le droit à une vidéo tout savoir sur Tatsuro Taira face à Brandon Royval, le main event de l'UFC Fight Night qu'on aura le droit ce week-end. Je pense que sur tous les réseaux, que ce soit TikTok, Insta et X, vous aurez des news. Hein. Pour ce qui est d'Insta X, je fais confiance à Hypno, c'est le pro pour ça. Eh oui. Sur TikTok, on trouvera peut-être un petit truc à faire, peut-être un petit pronostic pour le combat, peut-être on verra, on trouvera des petits concepts exprès. Mm. De toute façon, tous les réseaux sont dans la description. Voilà, on vous dit à demain. À demain, ouais. À demain. À demain, parce que je pense que cette vidéo-là sortira sort vendredi. Nous, on la tourne les mercredis. Je vais me donner 2 jours de montage tranquille, même si au moins en un jour c'est fait, mais bon, je vais pas y aller à 100%. Bref, je divague trop, c'est mon problème. De toute façon, c'est un podcast, on est là pour écouter. C'était Wes, c'était Hypno, c'était Cage Spirit. Bisous. Salut.